Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de cette édition. Le 35e sommet ordinaire de l'Union africaine, ouvert hier à Addis Abeba en Éthiopie, a pris fin ce dimanche. En marge des travaux, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. La coopération entre le pays et la situation politique en Centrafrique ont été évoquées. La France et la Côte d'Ivoire mutualisent leurs efforts dans le domaine sécuritaire. Les deux pays ont signé une convention. Il en ressort de nouvelles offres de formation au bénéfice de l'administration maritime ivoirienne et des autres États du Golfe de Guinée. Le but est d'éradiquer tout phénomène d'insécurité. Autre pays ami de la Côte d'Ivoire, le Japon offre 124 forages à l'État ivoirien. Ces forages en cours de réalisation dans les zones rurales du Poro, du Tchologo et du Tonkpi vont coûter 1,6 milliard. Une équipe technique du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour évaluer les travaux. Le Sénégal, nouveau champion d'Afrique. Les Lions de la Teranga ont remporté la CAN 2021 au Cameroun en battant les pharaons d'Égypte lors des séances de tir au but. Le Sénégal de Sadio Mané, après être passé 2 fois à côté du titre, relève le défi et décroche son premier sacre continental. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le Sénégal se hisse sur le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga ont remporté la CAN 2021 au Cameroun en battant les pharaons d'Égypte lors des séances de tir au but. Le choc était attendu et il a tenu ses promesses en termes d'intensité, d'engagement et de rythme. Le Sénégal de Sadio Mané, après être passé donc 2 fois à côté du titre en 2002 et en 2019, relève le défi et devient ici le nouveau champion d'Afrique. Les Lions ont été plus forts que les pharaons. Bravo au Sénégal pour ce premier sacre continental. Et cette fête du ballon rond a été suivie au Cameroun comme dans les autres pays de l'UA. Et justement, les chefs d'État de l'Union africaine étaient en réunion à Addis Abeba, capitale éthiopienne. C'est le 35e sommet ordinaire ouvert hier et qui a pris fin aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara a participé aux travaux. Il s'est entretenu en marge de la session avec son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Ils ont évoqué, entre autres, la situation politique en Centrafrique. Michel Digré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique sont excellentes. La rencontre entre le président Alassane Ouattara et Faustin Archange Touadéra en est le témoignage. En marge des travaux du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les deux personnalités ont tenu à se rencontrer pour échanger sur les questions d'intérêt continental, mais surtout celles liées à la situation sociopolitique de la Centrafrique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos pays, il y a beaucoup de difficultés à des questions sécuritaires et donc c'est de partager les informations de ce qui se passe aussi en Afrique de l'Ouest, mais principalement parler aussi, l'informer de la situation en République centrafricaine et de toutes les actions de paix, de réconciliation que nous menons là-bas et puis aussi avoir son soutien dans ce cadre-là. Et c'est l'objet de nos échanges. Cette audience s'est tenue en présence des proches collaborateurs du chef de l'État présent dans la capitale éthiopienne. Le président sénégalais succède à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, à la tête de l'UA, qui fête cette année son 20e anniversaire. À la cérémonie de clôture du 35e sommet de l'UA ce dimanche, plusieurs rapports ont été lus. Et au nom du président Ouattara, la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a présenté le rapport de l'agenda 2063. Et ce rapport identifie les progrès enregistrés et les défis prioritaires pour le développement du continent. Michel Digré, envoyé spécial. C'est à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, qu'est revenue la charge de prononcer le discours du président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Le rapport propose des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée pour la réalisation complète des 7 grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques que l'Afrique s'est fixés à l'horizon 2063. Au regard du bilan de la mise en œuvre de l'agenda 2063, notre continent a enregistré des avancées notables
en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus qui a fortement impacté les revenus, l'emploi et la mise en œuvre des projets phares en 2021. Nous devons donc intensifier nos efforts afin de poursuivre la dynamique de transformation structurelle de notre continent à travers l'accélération de la mise en œuvre de réformes ambitieuses et la réalisation de projets structurants. Pour y arriver, des priorités doivent être établies. Il nous faut relever les défis majeurs relatifs à la qualité des systèmes statistiques nationaux des États membres, au financement de l'agenda 2063 et au renforcement de la communication autour de l'agenda. Il s'agit notamment de consolider les mécanismes institutionnels pour la vulgarisation et le suivi de l'agenda 2063, renforcer les capacités des États et des communautés économiques régionales à l'élaboration de projets viables, accélérer la mise en œuvre des projets phares en vue de la transformation structurelle des économies et la création d'emplois, notamment pour les jeunes, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources intérieures pour faciliter le financement de l'agenda 2063. À 2 ans de la fin du premier plan décennal de l'agenda 2063, 2 principales activités seront lancées très bientôt, à savoir son évaluation et le lancement de l'élaboration du 2e plan décennal qui couvrira la période 2024-2033. Et on connaît le vainqueur de la CAN 2021, le Sénégal est le nouveau champion d'Afrique. On vous propose l'ambiance et les résumés du match. Les Lions de la Teranga, très forts, nouveaux champions d'Afrique, ont battu les pharaons d'Égypte ce dimanche. Mais avant le sacre sénégalais, la cérémonie de clôture a occupé une place importante dans l'organisation de cette finale de la CAN au Cameroun. Lumière et son étaient au rendez-vous. Les artistes ont fait bouger le stade d'Olympé. La parade culturelle a duré une demi-heure sur un tonnerre de feux d'artifice. Le Cameroun aura réussi, comme à la cérémonie d'ouverture le 9 janvier dernier, à capter et à séduire supporters et téléspectateurs. Belle fin de CAN également pour le Sénégal qui se hisse sur le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga ont remporté la CAN 2021 au Cameroun en battant les pharaons d'Égypte lors des séances de tir au but ce dimanche. Le Sénégal de Sadio Mané, après être passé 2 fois à côté du titre, relève le défi et devient ainsi le nouveau champion d'Afrique. Arsène Kwasi, Jean-Sylvain Risso. Finaliste malheureux des éditions 2002 et 2019, le Sénégal remporte sa première couronne continentale face à l'Égypte. Une finale aux allures d'intense grandeur nature entre les 2 pays qui se retrouveront en barrage de la Coupe du Monde 2022 en mars. Au coup d'envoi, les Lions réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Sadio Mané se propose et perd son duel face à Gabaski. Mais au fil des minutes, les Pharaons gagnent en confiance et se montrent de plus en plus dangereux sur des attaques rapides. Mohamed Salah donne un premier frisson aux supporters sénégalais avec cette frappe détournée en corner par Edouard Mendy. 0-0 à la pause. La seconde période est du même niveau. Les hommes de la Teranga s'offrent les meilleures occasions, mais le score reste vierge jusqu'au terme du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que les 2 équipes ont recours. Le Sénégal, plus concret, l'emporte 4-2. Voilà, et c'est ainsi la loi du football. La joie du côté du Sénégal, mais la tristesse, la désolation du côté de l'Égypte. Justement, la seule actualité, bien sûr, qui cristallise les débats. Et sans surprise, cette finale de la CAN qui a opposé les pharaons aux Lions de la Teranga du Sénégal, au Caire, où se trouve notre reporter Cheikh Koné, qui a pris ces images. Les Égyptiens, c'est vrai, avaient fait leur pronostic. On a prié pour le 8e sac. Mais Dame Coupe a plutôt choisi le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire prend le relais de la prochaine organisation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cap donc sur Côte d'Ivoire 2023 pour la fête du ballon rond. Voilà, je vous propose donc la suite de l'actualité. Nous allons maintenant parler de ce nouveau cadre opérationnel pour sécuriser le golfe de Guinée. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans le double cadre de la coopération de sécurité et de défense entre la France et la Côte d'Ivoire et de la mise en place d'une architecture régionale de sécurité dans le golfe de Guinée.
Un espace maritime devenu depuis plus d'une décennie la proie de grands prédateurs qui mettent en péril les perspectives d'exploitation durable des ressources marines de nos États. La signature de cette convention est d'autant plus importante qu'elle permettra de consolider les offres de formation de l'ISMI en matière de sécurité et de sûreté maritime et de mettre par conséquent à la disposition de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble des administrations des États du Golfe de Guinée un pôle interrégional crédible de formation d'excellence. Ce nouveau cadre de coopération bilatérale devrait également renforcer les capacités opérationnelles de l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI. L'augmentation du volume des formations proposées par l'ISMI est remarquable. On est ainsi passé de 8 formations par an jusqu'en 2020 à 17 en 2021 et 30 sont programmées en 2022. Le Golfe de Guinée est non seulement le circuit de transit de plus de 90% des échanges commerciaux des pays de la zone, mais aussi une réserve stratégique des ressources halieutiques et minières. Autre pays ami de la Côte d'Ivoire, le Japon, qui a offert 124 forages à l'État ivoirien. Ces forages sont en cours de réalisation dans les zones rurales du Poro, Tchologo et Tonkpi et ils vont coûter 1,6 milliard de francs CFA. Mais comment avancent au juste les travaux? Une équipe technique du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour évaluer ces travaux. Ami Sissoko. Frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cet affluent du fleuve Komoué, pas toujours potable, était la seule source d'approvisionnement en eau pour les populations de la localité de Bakombi. Mariam et ses amis n'avaient pas le choix. Le village désormais doté d'une pompe à motricité humaine, ces femmes laissent éclater leur joie. L'appel que nous lançons vraiment à nos autorités, en plus de leur dire merci pour l'eau, nous leur demandons de penser à nous pour qu'on puisse avoir notre centre de santé, pour qu'on puisse avoir notre maternité, de sorte que les femmes puissent avoir la vie sauve en donnant la vie. Comme les femmes de Bakombi, ce sont les populations des 19 autres villages du Tchologo et de 24 du Poro qui ont témoigné leur gratitude au gouvernement. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du projet de construction de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine en faveur des populations rurales du Poro, du Tchologo et du Tonkpi, un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire, financé à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA. Depuis que ça a commencé, nous n'avons pas sorti de l'argent. Tout est cadeau. Nous, naturellement, là, on sait qu'on est content, on sait que le gouvernement il est content de nous. Il veut nous. Pour s'assurer de la bonne réalisation des travaux, du bon fonctionnement de ces pompes et d'une meilleure qualité de l'eau avant leur mise en service, une délégation du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour une évaluation des travaux des entreprises ICA dans le Tchologo et de Forassi dans le Poro. Ce projet du don japonais, c'était pour résoudre des problèmes d'urgence. Concernant la réduction de la pénibilité, le ministère est en train de travailler là-dessus. Il y a déjà un projet pilote qui est en cours, qu'on appelle le projet 1000 pompes hybrides, qui permettra de pouvoir combiner le système manuel et le système solaire. Elles n'auront plus à utiliser le système manuel, elles vont prendre l'eau directement, comme au robinet. Taux de réalisation des travaux de ces 124 forages, 40%. Délai d'achèvement, avril 2022. Et qu'en est-il des travaux de réouverture de la voie d'accès au village d'Amouassou dans le département de Tiébissou? La ministre-gouverneure du district autonome des lacs, Raymond Goudou-Kofi, s'est rendue dans la région pour se faire une petite idée. Et les populations des villages reliés par cette voie ont été rassurées, nous explique Charles Tatou. La route précède le développement. Cette réflexion n'est pas une remarque fausse, vu la situation vécue par la population d'Amouassou dans le département de Tiébissou. Bien que électrifié, le village a dû voir ses actions de développement se stopper tout d'un coup, du fait de sa voie d'accès qui paraissait extrêmement difficile. Coupé du reste du monde, son enclavement plongeait également les villages arrière dans une léthargie totale avec le manque d'eau potable. Fort heureusement, le cri de cœur de la population rurale a été attendu. Des machines ont procédé aux travaux de la réouverture de cette piste. C'est donc pour constater l'état d'avancement des premiers travaux
qu'une délégation des cadres du Bélier, avec à la tête la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, s'est rendue dans le village. Occasion pour le maire de la commune de Thiébissou de revenir sur la nécessité du soutien des cadres du Bélier par des dons, signe de leur solidarité à la population d'Amouessou. Dieu vous a entendu, Alassane Ouattara vous a entendu. Les travaux ont démarré. Cette voie rechargée partira de Tolabonou, soit 11 km. Grâce au conseil Café Cacao Lénien, nous avons fait les fourrages ici à Amouessou. Vous aurez encore de très bonnes nouvelles. Pour sa part, la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, rassure les populations rurales du désenclavement total d'Amouessou et les villages arrière avec un rechargement lourd de leurs pistes villageoises. Amouessou a fait le choix de répondre favorablement au programme du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ma position actuelle de ministre-gouverneur me demande de m'atteler à faire en sorte que les travaux d'équipement et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel soient une réalité. Raymond Goudou Kofi a également posé la première pierre du foyer de jeunes de la localité. La piste relie Tolabonou, village Carrefour, et Amouessou. Elle continue dans 3 autres villages, notamment Agnansou, Asembo et Kwekpessou. La question de l'autonomisation financière des femmes a été abordée au magazine du dimanche dans le 13h présenté par Herman Guivet. Il a reçu la présidente de la fondation SFIS, Sephora Kodjo Kwasi. Elle invite les femmes à passer par les chemins de la formation et du mentorat pour leur autonomisation financière. Suivons juste un extrait. Ce sont les femmes qui viennent à nous, mais on les recherche. Nous lançons l'appel à candidature via nos réseaux sociaux. Nous travaillons aussi en lien avec les ministères, notamment le ministère de la Femme, qui est un très grand appui pour nous. Nous avons mis en place des programmes qui leur permettent de pouvoir renforcer la performance de leur entreprise, d'être beaucoup plus visibles et d'agrandir leur chiffre d'affaires. Alors ce programme, en quoi consiste-t-il concrètement ? Alors c'est un programme d'accompagnement et d'accélération des femmes avec nos partenaires de la coopération allemande à travers la GIZ et le programme Invest for Jobs. Nous mettons en œuvre ce programme, nous cherchons des femmes, des pépites de la Côte d'Ivoire qui font des activités à fort potentiel de croissance, mais qui ont besoin de support technique, qui ont besoin de comprendre l'écosystème des affaires, qui ont besoin de se positionner stratégiquement. Nous sélectionnons ces femmes et nous travaillons avec elles déjà le côté de la vision de leur activité. Parce que vous savez que quand on a grandi dans un environnement où on n'a pas vu suffisamment de femmes être valorisées, où nous-mêmes on n'a pas été suffisamment valorisées comme femmes, ça peut être un frein à notre activité. Donc il y a tout cet aspect vision et leadership. Et ensuite, on travaille le côté opérationnel de leur activité, donc ce qui va être lié au packaging, à la force de vente, à la compétitivité, à la conquête de nouveaux marchés, etc. Donc ces femmes-là, nous sélectionnons environ 72 PME par an avec lesquelles nous travaillons et que nous accélérons. Le Conseil Coton Anacad veut faire de la noix de cajou Made in Côte d'Ivoire un label à travers la qualité de la production. Dans la région du Béret, les producteurs, membres de la société coopérative du Cordougou, font de la qualité de l'Anacad une priorité à cette campagne de commercialisation. Ils veulent revaloriser le prix Borch fixé à 305 francs CFA. Soro Corona. Passer le cap des 5000 tonnes de noix de cajou produites au cours de cette campagne de commercialisation et surtout mettre un accent particulier sur la qualité de la production. Telles sont les 2 décisions majeures de la 10e Assemblée générale ordinaire de la CPNK, Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou, région du Béret. Première société coopérative de la filière Anacad de l'année 2021. Notre société coopérative a évolué avec ses producteurs, a fait des succès, a fait beaucoup des actions sociales dans les 10 ans. Ça nous a amené à être la première société coopérative de producteurs de noix de cajou sur le plan national. Depuis 3 ans, la région du Béret est la première zone de production de la noix de cajou en Côte d'Ivoire avec 160 000 tonnes. Si la quantité est un acquis, la qualité de la noix de cajou du Béret demeure un défi à relever. Le Béret, c'est 17% de la production nationale. En termes de production, nous avons fait beaucoup d'efforts. Il reste encore des efforts à faire au niveau de la qualité. Nous avons entamé des séances de sensibilisation à travers nos villages, montrer les bonnes pratiques agricoles à adopter
Et cette année, je pense que nous allons poursuivre cela. Notre slogan aussi, c'est de la qualité. Parce que la qualité a un coût, certes, mais elle aussi, elle a un prix. Quand vous avez des produits de bonne qualité, vous pouvez avoir des bons prix avec vos partenaires. La société coopérative des producteurs du noix de cajou du Kouroudougou se veut aussi une structure citoyenne à travers ses actions sociales, notamment la construction des salles de classe, la réhabilitation d'écoles, le soutien aux populations vulnérables et aux forces de défense et de sécurité. Créée en 2010, la société coopérative des producteurs du noix de cajou du Kouroudougou compte aujourd'hui plus de 500 producteurs. Les transporteurs des régions de la Mé et de l'Indénié-Duablin se prononcent sur la mise en service des postes de péage de Thomaset et de Moapé sur la voie de l'Est. Ils sont satisfaits du tronçon Abidjan à Nibelekro, tronçon fluide et bien entretenu, un bon état de la route qui préserve leurs véhicules, et ils l'ont exprimé au Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier. C'était au cours d'une cérémonie tenue à Abengourou. Herman Guivi. C'est le 16 décembre 2019 que les postes de péage de Thomaset et de Moapé sur l'axe Abidjan-Abengourou ont été officiellement mis en service. Ces postes de péage, selon le gouvernement, ont été créés pour faciliter l'entretien de ce tronçon. Un peu plus de 2 ans après leur mise en service, les transporteurs qui semblaient ne pas apprécier cette initiative de l'État sont aujourd'hui en phase avec le gouvernement. Selon eux, grâce à la qualité de la route qui ne manque jamais d'entretien, ils parviennent à mieux entretenir leurs véhicules et aussi à faire des bénéfices. Aujourd'hui, nous les transporteurs, nous sommes plus que satisfaits. Nous sommes plus que satisfaits de l'état de nos routes. Ça nous a permis de faire des économies. Parce que je vous avoue qu'un véhicule, dans 10 ans en arrière, à chaque voyage, il fallait rentrer au garage. Mais aujourd'hui, je peux vous l'avouer que nous faisons des mois et des mois sans faire un tour au garage. Et c'est dû à l'état des routes que nous avons. Nous avons fait croire au départ que les péages étaient jeter de l'argent à l'eau. Et on s'est rendu compte en quelques années que c'était économiser notre propre argent pour notre bien-être. Depuis nous payons les péages à Thomaset, à Moapé, nous avons constaté que les routes sont bien faites, il n'y a plus de lits de trous et nous voyageons tranquillement. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire, qui a effectué le déplacement d'Abengourou pour s'entretenir avec tous les acteurs du transport des régions de l'Indénié-Duablin et de la Mé sur la question des péages et de l'entretien routier, s'est réjoui de cette adhésion des transporteurs. Quand vous demandez aux opérateurs économiques de contribuer en payant les routes et qu'en retour, vous leur garantissez des routes bien entretenues, bien entendu, cette personnalité ou bien ces opérateurs ne peuvent donc être engagés. C'est ce que nous notons avec satisfaction aujourd'hui. Ibrahim Diaby a aussi exhorté les acteurs du transport à œuvrer pour la professionnalisation du secteur afin de bénéficier de plusieurs avantages, notamment l'accès au crédit automobile et aux mesures d'accompagnement qui leur permettront de mieux rentabiliser leurs investissements. Au cours de cette rencontre, le nouveau délégué du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier du département d'Abengourou, Yen Cabran, a été présenté aux acteurs du transport. Reportage réalisé pour vous par Herman Nyamien, et notre voyage aisé sur ces voies bien entretenues et fluides nous conduit à Yamoussoukro. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a lancé ses activités pour 2022. L'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, a pris part à cette rentrée solennelle. La rencontre marque également le début officiel du mandat de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. C'est l'essence de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Samedi à Yamoussoukro, elle a procédé à sa rentrée solennelle 2022. La Jeune Chambre internationale doit pouvoir puiser dans ses ressources internes. Nous devons nous servir des compétences et des intelligences locales pour apporter des réponses adéquates aux besoins de notre communauté. Nous devons utiliser notre riche expérience en matière de formation des leaders pour former la nouvelle élite de demain. Nous devons, en un mot, valoriser nos ressources. Théophile Awandoli, président de la cérémonie, a félicité la Chambre pour son investissement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a aussi salué l'accent mis sur la formation au sein de l'institution. C'est en effet avec des hommes bien formés, suffisamment outillés
que la jeune Chambre internationale parviendra à réaliser avec perspicacité les missions assignées. En effet, de ce que nous savons, c'est en moins 400 activités qui sont réalisées chaque année au plan national. Bravo à vous. L'inspecteur général d'État a invité la JCI Côte d'Ivoire à doubler d'ardeur dans la cooptation des nouveaux membres et fait don de 5 millions de francs CFA au Bureau national de la mandature 2022. L'association Les Enfants d'Ivoire fait parler son cœur en faveur des populations de Mondoukou. L'organisation a fait don de matériel scolaire, ludique et sanitaire aux enfants du dit village, une œuvre caritative qui s'inscrit dans le cadre des missions que s'assigne l'association Les Enfants d'Ivoire. Michel Mambo. Ils sont venus pour la plupart d'Alsace, région du nord-est de la France, avec à cœur d'apporter de la joie et du bonheur aux femmes et aux enfants de Côte d'Ivoire. Première escale, Mondoukou. Ici, les bénévoles de l'association Les Enfants d'Ivoire, les bras chargés de matériel médical, de matériel scolaire, de vêtements et de jouets, ont exprimé leur engagement à être des partenaires pour le mieux-être des populations en proie à la précarité. Cette journée marque le premier pas d'un vaste programme de remise de dons de l'association Les Enfants d'Ivoire sur le territoire national. En agissant ainsi, les bénévoles dispersés en France, plus précisément en Alsace et en Côte d'Ivoire, que nous constituons, sommes conscients que les conditions de vie et d'éducation des enfants ont un impact considérable sur leur devenir social et leur capacité à s'émanciper de la pauvreté à long terme. Éducation, autonomisation des femmes, santé pour tous, le parrain de la cérémonie, Désiré Bulé, soutient les actions de l'association Enfants d'Ivoire. Des actions également saluées par les autorités administratives et coutumières de la région. C'est le point de départ d'une longue et fructueuse collaboration. Nous l'espérons et nous le souhaitons. Nous voulons tout simplement vous dire, Bémo, que le Seigneur vous bénisse et vous rende au centuple ce geste fort apprécié par les hommes, les femmes et les enfants de Mondoukou. Situé à 9 km de Grand Bassam, dans la région du Sud Komoué, Mondoukou est un village cosmopolite d'environ 6 000 âmes. Et dans ce mouvement de solidarité, on sème la paix. L'ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire rend visite au président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. El Hadj Ousmane Diakité. Ils ont évoqué entre autres la consolidation et la préservation de la paix, la promotion d'un islam tolérant et modéré en Afrique et dans le monde. Kone Pagassoro de Mandonji. L'ambassadeur de la Palestine en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdallah Karim Eyouala, chez le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Au centre de leurs échanges, la consolidation et la préservation de la paix, mais aussi l'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré. La Palestine est prête à accompagner Samahat el-Cheikh et le Conseil de grands imams de Côte d'Ivoire dans leur chemin pour former les imams, pour essayer d'éradiquer le fanatisme. On vit tous dans le même terrain. Ce n'est pas bien de faire quelque chose mal au nom de l'islam. Cheikh Aïma Ousmane Diakité a tenu à traduire toute la gratitude de la communauté musulmane aux diplomates palestiniens avant de le rassurer quant à la promotion d'un islam du juste milieu en Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Nous prions Dieu pour que Dieu aide tous les musulmans à résoudre leurs difficultés et à vivre mieux dans leur environnement, dans la paix. Nous remercions Monsieur l'ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire. Nous avons été très honorés et nous avons appris beaucoup parce que Palestine, c'est un pays de savants, c'est un pays d'hommes pieux, de grands connaisseurs de l'islam. Les relations excellentes de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'État palestinien ont été également abordées au cours de cette rencontre. À l'issue des échanges,
L'ambassadeur de la Palestine et le président du COSIM ont invité la communauté musulmane dans son ensemble à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la solidarité, la fraternité, l'amour et le vivre ensemble. Et on n'oublie pas la prière, justement, on prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Les évêques des églises évangéliques et protestants ont initié une veillée pour la paix et la cohésion dans la commune de Yopougon, à la place CP1. Des prières qui couronnent 21 jours de jeûne pour la consolidation de la paix dans notre pays. Patricia Mouetia. De nombreux chrétiens évangéliques ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire ce week-end à la place CP1 de Yopougon. Une mobilisation qui marque la volonté et le désir d'œuvrer pour une paix durable. Tous de jeunes vertus pour exprimer la joie et la vie, ces chrétiens se sont réunis ici dans la prière au thème de 21 jours de jeûne en faveur de la paix autour du thème « La Côte d'Ivoire ne tombera pas ». L'évêque Jonathan Ba et l'archevêque Guy Vincent Kodia se sont tour à tour succédés sur le podium pour prier. Chants, bénédictions, témoignages et exhortations ont meublé cette célébration pour la paix et la cohésion sociale. Nous sommes là pour soutenir l'évêque général et en même temps prier pour le pays, prier pour les autorités, le président, son gouvernement, dire que nous prions pour la paix en Côte d'Ivoire et que la réconciliation soit effective. Prier pour la Côte d'Ivoire, prier pour le président de la République, prier pour tous les Ivoiriens, faire en sorte que les Ivoiriens connaissent le bonheur. C'est exactement ce que le président souhaite. Et c'est la raison pour laquelle je leur ai transmis le message de remerciement du président Alassane Ouattara. Et leur dire qu'en réalité, ils sont de vrais fondements de cette République que nous sommes en train de bâtir. L'évêque général Jean Kinakpefan Kone, président fondateur des églises Mission Glorieuse Christ en Action, a expliqué que d'un point de vue spirituel, le jaune évoque la joie, la positivité, la chaleur humaine ou encore le lien social qui nous unit. Jean Kinakpefan Kone a continué d'exhorter les chrétiens évangéliques à dire non à la haine et à la violence et à prier davantage pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Et on prône aussi cette paix durable par la culture. Bonne année Yopougon 2022, c'est le nom d'un festival, c'est le premier d'ailleurs qui est initié par les mécènes dans la commune de Yopougon et l'idée est soutenue par le maire Gilbert Kone Kafana qui a accordé son parrainage à cet événement. Ce festival vise à promouvoir, vous l'avez bien compris, la cohésion sociale et à célébrer les meilleurs acteurs culturels et économiques de la municipalité. Jean Magagui. Prestations d'artistes et d'humoristes en vogue à Nyangon Carrefour Sidessi dans la commune de Yopougon. Le décor est planté pour la première édition de Bonne Année Yopougon 2022. Un rendez-vous pour égayer les populations et honorer les meilleurs entrepreneurs et managers culturels de Yopougon. Le maire Gilbert Kone Kafana, représenté par son premier adjoint Issoufou Koulibaly, a exprimé sa fierté pour cette initiative et invité les festivaliers à cultiver les valeurs de paix. Cette année est placée sous le signe de la cohésion sociale. Vous savez, toutes ces distinctions qu'on a eu à faire tout à l'heure, s'il n'y a pas de cohésion, on ne peut pas faire cette distinction. Et toutes ces distinctions participent à la promotion de la commune de Yopougon, participent à la promotion de l'entrepreneuriat. Action sociale et gastronomie ont meublé ce festival pour souhaiter une heureuse nouvelle année aux populations de Yopougon. Et dans cette ambiance paisible, on ne baisse pas la garde dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Les chiffres révèlent en Côte d'Ivoire ce dimanche 6 février 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 1703 échantillons prélevés, 78 nouvelles guérisons et 0 décès. À la date du 6 février 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 80 920 cas confirmés, dont 78 604 personnes guéries, 786 décès et 1529 cas actifs. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de cette semaine est signé Abou Sanogo.
L'ambassadeur de France au Mali a 3 jours pour quitter le Mali. À la mi-journée, Joël Meyer a été convoqué au ministère malien des Affaires étrangères suite aux propos tenus par Jean-Yves Le Drian ces derniers jours qui avait jugé illégitime les autorités de transition. Le président Oumaro Sissoko Embalo et les membres du gouvernement sont restés coincés pendant des heures dans le palais du gouvernement. Dehors, résonnaient des tirs nourris entre forces républicaines et assaillants. Finalement, le président a échappé à une tentative de coup d'État qui a fait plusieurs morts selon lui. Un second volet de l'enquête est sur les soupçons de corruption et de fraude au sein des institutions et des entreprises publiques sud-africaines sous la présidence de Jacob Zuma, remis au chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Ce nouveau rapport de la commission d'enquête Zondo a été entamé depuis 4 ans pour faire la lumière sur le sujet. Pas de nouvelles sanctions pour le Burkina Faso lors du sommet de la CEDEAO de ce jeudi à Accra. Réunis pour aborder le dossier burkinabé, la CEDEAO a exhorté le nouvel homme fort de Ouagadougou à donner un chronogramme de sortie de crise acceptable pour aller aux élections. Le président chinois Xi Jinping a donné le coup d'envoi des 24e Jeux olympiques d'hiver. La cérémonie s'est déroulée devant les tribunes remplies au tiers de leur capacité par des spectateurs invités pour l'occasion. Parmi les spectateurs, une vingtaine de dirigeants mondiaux, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et Vladimir Poutine. Samedi 20h heure locale, le cyclone Batsire a frappé la ville de Manadjari, sur la côte est de la Grande Île. Plusieurs régions du pays ont été placées en alerte rouge cyclonique. Les autorités ont appelé les populations à se barricader. L'œil du cyclone Batsire a touché Madagascar. 1952-2022, Sa Majesté la Reine Elisabeth II fête ce dimanche ses 70 ans de règne. Aucun autre monarque contemporain n'a atteint une telle longévité. Pilier de la famille britannique, elle reste la monarque la plus connue au monde. Sa popularité reste intacte auprès des Britanniques. Depuis son accession au trône à 25 ans seulement, à la mort de son père, puis son couronnement en juin 1953, Elisabeth II a tissé un lien indéfectible avec la population. Même si les scandales et les drames n'ont pas épargné sa famille, la reine de 95 ans reste la clé de voûte du royaume, au-delà des clivages politiques. Ainsi va le monde. Je rappelle cette victoire du Sénégal qui s'est hissé sur le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga ont remporté la CAN 2021 au Cameroun en battant les pharaons d'Égypte lors des séances de tir au but ce dimanche. Le choc était attendu et il a tenu ses promesses en termes d'intensité, d'engagement et de rythme. Le Sénégal de Sadio Mané, après être passé 2 fois à côté du titre en 2002 et en 2019, relève le défi et devient ici le nouveau champion d'Afrique. Les Lions ont été donc plus forts que les pharaons. Bravo au Sénégal pour ce premier sacre continental. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Michel Mambo, réalisé par Mariette Alangba, Stéphane Pona. Merci à toute la régie là-haut, à Aurélie Atroukola et surtout à Perpétuquement. Surtout à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Prenez soin de vous et à très bientôt.